Bonjour à tous. Ce soir, donc l'idée c'est de vous présenter une association que j'ai découvert il y a quelques semaines en participant à une assemblée à Villeurbanne. Il y a un projet d'assemblée citoyenne qui sera tiré au sort à Villeurbanne prochainement. Et j'ai fait la connaissance d'un membre de l'association des citoyens pour le renouvellement de la démocratie. Et ça m'a permis de prendre contact avec eux. Et donc aujourd'hui, on reçoit Louis-Marie Blanchard, qui est coprésident de l'association et qui va donc nous présenter un peu son association, les outils qu'ils ont développés pour impliquer les citoyens au sein des décisions, principalement des municipalités et des grandes villes. Et voir par la suite comment vous pouvez les aider et participer avec eux au développement de ce projet. Donc tout d'abord, si tu veux bien nous dire rapidement quelle est cette association que tu coprésides et d'où vient ton intérêt pour la démocratie, un peu présenter aux gens pourquoi tu t'investis dans cette association. D'accord. Je vais peut-être commencer par la deuxième question. Et ce sera mon message principal. Si j'arrive à faire passer celui-là, déjà, ce sera formidable. C'est que nous n'aurons les transitions sociales et écologiques que si nous avons d'abord une transition démocratique. La CCC l'a bien montré. Si on n'arrive pas à avoir un vrai pouvoir sur des dispositifs qui respectent le principe de base de la République, qui est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple, qui est quelque chose d'officiel. Maintenant, on a quand même des outils d'intelligence collective, des outils numériques qui permettent de mettre en œuvre ce principe de la République. Et tant qu'on n'aura pas ça un peu plus abouti, ça va être compliqué d'avoir des décisions à la hauteur des attentes d'une grande partie de la population en termes écologiques et social. Voilà. Donc, c'est une des raisons de mon engagement. Moi, enfin, ça fait 15 ans que je mets de l'intelligence collective, notamment dans les entreprises. Et quand on voit les résultats que ça donne, le plaisir qu'on peut y avoir, comment on arrive avec des parties prenantes très différentes qui parfois arrivent un peu remontées, on m'a dit parfois en tant qu'animateur, fais attention, ils en sont presque à venir aux mains. Et qu'on voit qu'avec les bonnes postures, les bonnes méthodes, on arrive à mettre tout le monde d'accord, ou en tout cas au consentement. Hein, c'est peut-être pas la solution qu'ils auraient souhaité, mais ils consentent à la solution et les relations sont apaisées. Et après, quand on voit comment ça se passe dans la politique, avec des débats, avec des postures politiciennes où les gens sont méchants les uns avec les autres, enfin vraiment, et quelle image de la société ça donne, quoi. Enfin, et voilà. Donc moi perso, en tout cas, j'ai envie d'avoir des élus qui soient des gens bienveillants et qui soient des personnes vraiment à l'écoute et qui mettent en œuvre de l'intelligence collective. Et du coup, voilà, il y a eu à l'origine des CRD. Notamment avec le CJD, qui est un mouvement patronal dont j'ai fait partie, une grande réflexion sur la démocratie, quels sont les constats de dysfonctionnement, pourquoi ça dysfonctionne, avec une analyse assez fine, et puis du coup un cahier des charges de ben, qu'est-ce qu'on peut faire, quoi. C'est quoi la solution la plus pragmatique à mettre en place pour essayer de faire avancer les choses. Et on est arrivé d'accord sur une procédure de démocratie en intelligence collective qu'on a appelée la conférence de citoyens CRD, bon, qui est en fait à mi-chemin entre la Convention citoyenne et le Grenelle, et qui s'applique aussi au niveau local. D'ailleurs, on démarre plutôt sur un niveau local. Alors le mouvement n'ayant pas souhaité porter cette proposition parce que c'était trop politique, même si c'était à partisans. Et ben du coup j'ai lancé un appel pendant le grand débat en disant bah, il y a ce truc-là, est-ce qu'il y a des gens que ça intéresse? Et puis ça a intéressé du monde et l'association a été lancée comme ça. On a commencé à réfléchir fin 2019. D'accord. Voilà, donc après je peux peut-être dire un petit mot des grands constats de dysfonctionnement et des choses qui font que bah, il est important que les citoyens comprennent que ça passera par eux et qu'il faut vraiment agir dans ce domaine-là. Alors, pour moi, les grands constats, alors il y a ceux que tout le monde fait, que les décisions ne sont pas à la hauteur des enjeux, notamment au niveau du climat. Ça, c'est un premier constat. Il y a un deuxième constat qui a beaucoup de mouvements sociaux, beaucoup de mécontentement, du complotisme, enfin beaucoup d'incompréhension et de perte de confiance vis-à-vis des élus. Et puis il y a un troisième grand pilier, c'est l'urgence démocratique, c'est-à-dire c'est les leçons de l'histoire. En fait, vous pouvez reprendre les livres d'histoire que vous avez eus quand vous étiez plus jeune sur les raisons qui font qu'il y a eu enfin, l'analyse sur les totalitarismes ou les États policiers ou enfin les heures sombres de l'histoire, ça a toujours été le même schéma. C'est-à-dire qu'il y a eu des tensions économiques très fortes, ça allait mal pour la population. Et puis en face, bah, il y a eu un système politique qui a pas tenu, quoi. Et au bout il y a un homme providentiel qui est arrivé en disant, moi, je vais vous sauver.
un populisme, quoi. Et puis quand cette personne a été élue, petit à petit, en quelques années ou quelques dizaines d'années, cette personne a réussi à faire tomber le système démocratique. Et puis voilà. Et après, pour remonter, ça a été très compliqué. Et si on n'a pas un système démocratique qui va nous permettre de nous adapter pour avoir le monde qu'on veut, voilà, il y a un vrai risque. Et après, ce serait peut-être intéressant que je parle plus de la méthode, puisque l'association, donc les CRD, finalement, ne propose qu'un seul outil, qui est la conférence des citoyens CRD. On veut le rendre robuste, montrer que ça marche sur tout un tas de sujets, tout un tas de territoires, et puis donner envie après aux citoyens et aux élus qu'il y ait des conférences de citoyens sur tous les sujets, ou des conventions citoyennes sur tous les sujets importants pour notre société. Donc oui, donc là j'avoue que je suis pas beaucoup plus calé que nos auditeurs et nos spectateurs sur le sujet. On en a rapidement parlé, mais c'est encore assez flou pour moi. Donc oui, cet outil, tu le présentes donc dans la vidéo que les gens pourront retrouver sur votre site. Et si je comprends bien, donc ça implique des bénévoles ou même des volontaires, des salariés qui sont payés pour intervenir au sein d'assemblées. Et c'est basé uniquement sur la présence de personnes qui facilitent le dialogue, ou il y a également des outils technologiques qui participent à faciliter ce dialogue entre les citoyens, les élus et les citoyens entre eux. Un des premiers constats qu'on a fait, c'est de se dire, si on veut des conférences des citoyens sur tous les sujets, il faut quelque chose qui soit accessible pour les élus, pour les collectivités. Parce que un référendum, ça coûte 40 millions d'euros, donc on ne va pas en faire sur tous les sujets, hein, et au niveau local, c'est moins cher, mais enfin, ça reste beaucoup trop cher pour qu'on puisse envisager d'en faire plus d'un par mandat. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y en a généralement pas. Les conventions citoyennes sont également très chères, 5 millions au niveau national. Et au niveau des collectivités, si on prend, enfin des régions, par exemple Occitanie, ça a été 700 000 euros, Nantes, 500 000 euros. Donc on est sur des très gros budgets. Donc nous, on propose un outil qui peut fonctionner à partir de 35 000 euros. Comment est-ce qu'on arrive à proposer ça? C'est qu'au lieu de faire venir 150 citoyens où il faut payer les déplacements, l'hébergement, l'animation avec plein plein de monde, plein de sous-groupes, les repas pour tout le monde, ce qu'on fait, c'est qu'il y a un groupe décisionnel qui est beaucoup plus petit, hein, un groupe décisionnel qui va faire entre 30 et 40 personnes, et qui va se voir en présentiel, faire de l'intelligence collective, euh, composé de un tiers élu, un tiers citoyen, un tiers expert. Et pour qu'on ait une représentativité de la population, parce que ce n'est pas 15 citoyens qui vont faire la représentativité, et les élus, ils ont une forme de représentativité, puisqu'on est dans une démocratie représentative, mais on voit bien que parfois ça pose problème, hein, c'est pas n'importe quel profil sociologique qui devient élu, donc finalement il y a tout un pan de la population qui n'est pas représenté. Nous, ce qu'on souhaite, c'est le chiffre idéal statistique de 1000 citoyens. 1000 citoyens, c'est complètement représentatif de la population. Et donc, on va tirer au hasard 1000 citoyens qui vont interagir avec le groupe décisionnel via une Civic Tech. Donc en fait, vous avez compris, dans ce dispositif, on a deux groupes. On a un groupe décisionnel, c'est un petit groupe qui se voit en intelligence collective et qui prend des décisions au consentement, élu expert citoyen, et un groupe plus grand, 1000 citoyens, représentatifs de la population, qu'on appelle un groupe consultatif, qui va interagir avec le premier groupe. Donc ça, c'est une des premières grandes innovations. Euh, Comment ils interagissent? Donc, ces deux groupes. D'abord, le groupe décisionnel se voit pour décrire le problème, l'analyser, et se mettre d'accord sur les constats, sur ce qu'ils veulent, c'est-à-dire les critères de bonne solution, les enjeux. Voilà, c'est vraiment poser le problème dans son ensemble. Ensuite, ce travail est envoyé à la Civic Tech, qui va l'amender, l'améliorer en disant vous avez oublié ceci, cela. Moi, en tant que minorité, je me retrouve pas là. Il faudrait penser à ceci ou à cela. Ensuite, c'est le moment où c'est le seul moment où le dispositif est ouvert à toute la population. Tout le reste est fermé, c'est un huis clos médiatique pour éviter les influences des lobbies. Donc pendant ce moment où c'est ouvert, les acteurs de la société civile autour du sujet qui est traité ont été prévenus, ils vont proposer leurs solutions, les citoyens peuvent aussi proposer leurs solutions. Donc il y a une phase de proposition, ensuite elle est clos, ensuite il y a une phase de vote, et là c'est de nouveau que les 1000, hein, pour avoir la représentativité de la population et pas seulement les gens motivés, ou un lobby qui a dit à tout le monde allez vous connecter, il faut aller voter sur la plateforme, pour qu'on soit vraiment dans la représentativité. Les solutions les plus votées sont présentées au groupe décisionnel qui choisit lesquelles il va retenir. Et s'il n'en retient pas certaines, il explique pourquoi. Ensuite, il va y avoir un deuxième week-end où on va faire venir des nouveaux experts en fonction des solutions qui auront été retenues. Je ne sais pas si par exemple on dit voilà, il y a une solution numérique pour résoudre ce problème, on va faire venir des experts du numérique qui vont confirmer que le budget serait à peu près de temps, le délai à peu près de temps, qu'il faut faire attention à ceci, à cela. On fait venir les proposeurs, donc dont la proposition a été retenue. Finalement, ça ressemble un peu
un budget participatif, hein, donc, puisque chacun dit aussi, il y a besoin de tel budget pour mettre en place cette solution. Et on décide au consentement, avec tous ceux qui sont présents dans le groupe décisionnel, de la manière dont ça va se passer. Et ce que les CRD on demande, c'est qu'il y ait obligatoirement une date et un seuil en disant si à telle date le seuil n'est pas atteint, ça veut dire que on n'a pas eu les résultats escomptés. Ce qu'on avait imaginé n'a pas marché. La réalité, c'est souvent autre chose que ce qu'on a prévu. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Donc le groupe prévoit, ben, on va se revoir et on va mettre en place une autre solution qu'on avait prévue, sur laquelle on avait hésité, ou bien ben, convoque toute l'assemblée, ou bien on voit il y a un petit groupe de personnes volontaires dans l'assemblée se retrouve avec des experts et planche sur la manière de réagir, et puis il y aura une communication. Et donc il y a un suivi qui est assuré des résultats de la convention citoyenne. Ensuite, donc après ce week-end, on va donner du temps aux élus pour aller voir leurs collègues dans l'instance décisionnelle, hein. Si c'est un conseil métropolitain, par exemple, on en a fait participer que quelques-uns des élus, on n'est pas sûr que les autres vont être d'accord. Donc ils vont leur présenter les pré-décisions. Est-ce que pour vous ça va passer en conseil métropolitain? Est-ce qu'il faut améliorer ou pas? Et puis la Civic Tech va également réagir en disant bah oui, après votre travail, finalement, ces solutions, ça va ou ça va pas, et qui s'explique. Et on se revoit une dernière demi-journée pour tenir compte de tous ces retours. Ensuite, ça va passer en décision dans l'instance officielle. Donc, par exemple, je donnais l'exemple du conseil métropolitain, mais selon, voilà, si c'est un conseil régional, une grande ville, ou au niveau national. Une fois que c'est décidé, alors si c'est pas décidé, eh ben, on doit se revoir. Ça veut dire qu'il y a eu un problème et on a besoin de transparence. Donc on se voit, c'est filmé pour comprendre quels sont les arguments des élus, qu'est-ce qui se passe. Et en fait, ils ont des bons arguments. C'est juste que souvent les citoyens s'imaginent des choses et ça crée une défiance. Donc là, c'est important qu'il y ait de la transparence du début jusqu'à la fin. Une fois que la décision est prise dans l'instance légale, à ce moment-là, les élus annoncent la décision avec un film. Et pour nous, le film, il est extrêmement important. C'est un tiers du budget. On veut un film de qualité, un petit teasing, un petit 10 minutes pour comprendre, et un film d'1 heure et demie pour pouvoir refaire le chemin décisionnel. C'est-à-dire que, en fait, les participants, ils sont transformés parce qu'ils écoutent, ils comprennent, il se passe tout un tas de choses pour eux. Et ceux qui sont à l'extérieur n'ont pas vécu cette transformation. Donc, pour les aider à refaire ce chemin, même s'ils ne le feront pas forcément aussi puissamment, mais en tout cas qu'ils puissent quand même le refaire, il y a ce film qui permet de comprendre la décision, et puis surtout, pour les élus, de pouvoir prendre des décisions à la hauteur. Je reprends l'exemple du climat que j'avais pris en introduction en disant qu'il y avait dans les constats une incapacité du système actuel à prendre des décisions à la hauteur des enjeux. Alors juste pour recaler de quoi on parle, le GIEC nous annonce des trucs quand même complètement catastrophiques, avec potentiellement un quart de l'humanité qui va mourir. Enfin, c'est juste, et puis c'est les scientifiques, quoi, c'est pas des hurluberlus qui nous disent ça, en tirant la sonnette d'alarme tout ce qu'ils peuvent, en disant c'est les dernières années, parce qu'en fait il y a 20 ans d'inertie entre le moment où on agit et les résultats. Donc, c'est quand même des enjeux pour nos enfants qui sont juste colossaux, et c'est la responsabilité de nos élus de prendre les décisions à la hauteur. Ils n'y arrivent pas. Pourquoi ils n'y arrivent pas? Parce que les décisions sont extrêmement inconfortables. Mais vraiment, je veux dire, on doit changer de modèle de société. C'est super dur ce qu'on va devoir faire. Je prends mon exemple. Moi, je coche toutes les cases en termes d'écologie, je suis végétarien, je prends jamais l'avion, je me déplace à vélo avec une charrette pour aller faire mes courses à la Biocoop. Enfin, c'est compliqué de faire plus. Eh ben, je suis à 5 ou 6 tonnes. Et on nous annonce qu'il va falloir faire 2 tonnes, juste pour prendre conscience en fait de la difficulté des décisions. Donc si on dit aux citoyens, ben voilà, vous allez plus devoir prendre votre voiture, ou très peu, vous êtes contraint, l'avion c'est pareil, pour vous chauffer ça va être pareil, c'est pas marrant en fait. Alors une fois qu'on a pris du recul, on voit qu'on peut être parfaitement heureux dans des sociétés qui sont pas dans l'opulence. D'ailleurs, il y a beaucoup de sociétés où les gens ont peut-être un niveau de vie moins élevé, où les gens sont en fait très heureux. Enfin, moi, j'ai beaucoup voyagé, j'ai vu ça. Mais n'empêche que c'est très difficile. Et donc, il faut que les citoyens aient un niveau de conscience suffisant pour accepter ces décisions. Or, aujourd'hui, le niveau de conscience, il n'est pas suffisant. Et une des raisons, c'est parce que c'est hyper angoissant. C'est-à-dire que de regarder en face les quelques trucs que je viens de dire là, genre, enfin, on est face à des trucs hyper angoissants. Et en tant que citoyen, individuellement, on se sent complètement impuissant. Ben, on a des mécanismes tous de psychologiques, de refoulement, de déni. Enfin, il y a divers mécanismes qui font qu'on dit oui, oui, j'ai entendu à la radio, oui, oui, moi je suis écolo. Mais en fait, on n'a pas vraiment pris le truc en face. Et il faut un temps d'information et des solutions rassurantes, des choses où on se dit ah oui, ok, on va y arriver,
pour que tout un chacun puisse affronter le truc. Et après, il y a aussi le problème que beaucoup de personnes, fin du monde, fin du mois, quoi. C'est-à-dire qu'ils essaient déjà de boucler la fin du mois, ils sont déjà pas de temps suffisant pour l'éducation de leurs enfants, ils sont déjà out en énergie parce que leur boulot leur prend un temps fou et que voilà, on est dans des mondes assez speed, notamment avec le numérique qui nous aspire beaucoup. Voilà, donc tout ça est pas évident, donc on essaie de, alors on propose cette solution Oui. et le film est très important pour nous. Dans les autres aspects importants de cet outil démocratique et innovant, c'est que pour prendre en compte le temps long, on demande à ce qu'il y ait un représentant de la biodiversité et un représentant des générations futures qui, au long de la conférence, pourra parler au nom de ces deux choses que je viens de nommer. Par exemple, de dire, ben voilà, moi en tant que génération future, dans 100 ans, la décision que vous prenez là, elle me convient pas parce que, je sais pas, la durée du béton, en fait, c'est que 150 ans et on va tout bétonner. En fait, qu'est-ce qui va se passer dans 150 ans? Enfin, je sais pas, des choses comme ça. Juste qu'on se pose la question du temps long et qu'on se mette à réfléchir peut-être plus intelligemment par rapport au futur. Les générations futures, donc, je sais pas, dans 50 ans, dans 100 ans, ou si on prend les trucs radioactifs, c'est carrément dans 100 000 ans, C'est ça. qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire, est-ce que moi, en tant que représentant des générations futures, je suis d'accord avec la décision que les générations d'avant, là, c'est ce qu'on est en train de prendre maintenant? Est-ce que je serais d'accord avec ces décisions ou est-ce que je vais me dire, non, mais ils ont complètement déliré? Et évidemment que Effectivement. sur un paquet de trucs, on est complètement dans du court terme et on ne prend pas en compte les générations futures. Je sais pas, même le pétrole, on est en train de tout utiliser, ils en auront plus et ils en auront besoin pour des usages nobles, pour des choses nobles. Et ils vont dire, mais pour des trucs vitaux ou des trucs hyper importants, on n'en a plus. Et eux, ils ont grillé pour des trajets, pour des trucs qui, dans le futur, ça va leur paraître n'importe quoi. Donc juste qu'il y en ait un qui nous alerte en termes de conscience sur ces choses-là. Et la même chose sur la biodiversité. Enfin, on a quand même des signaux complètement fous avec un tiers des espèces en Europe qui sont en train de disparaître. Si on ne fait pas des choses très fortes maintenant, ces espèces vont disparaître. Moi, ça fait 15 ans que je vis dans des groupes où on prend des décisions, on est ensemble, c'est chouette, et on peut avoir ça dans la démocratie. Juste, il faut en avoir conscience, il faut le demander. Alors, peut-être que je sois précis parce que tout un tas de gens vont se dire, non mais attends, mettre tout le monde d'accord avec des gens sur des sujets, c'est pas possible. Alors, je vais peut-être prendre un temps pour dire Alors, très si je peux précisément. juste te poser deux, Ouais, trois questions sur ce que tu as dit vas-y. avant que ça soit un peu trop loin dans la discussion. Donc déjà, juste une parenthèse, oui, effectivement, moi j'ai fait des études en biologie et je sais pertinemment que chaque espèce est une source de connaissances infinie, que chaque espèce qui disparaît, c'est malheureusement peut-être des médicaments ou des choses comme ça qui disparaissent avec. Donc c'est vraiment catastrophique. D'un point de vue rationnel et technique, mais après, il y a aussi d'un point de vue sensible, quoi, d'un point de Oui, vue aussi. de la vie. Enfin, si on est un peu connecté à la nature, c'est juste, enfin, c'est pas acceptable, quoi. Non, non, je suis d'accord. Après, oui, non, j'avais une question, enfin, j'avais une remarque encore, tiens, et je poserai mes deux questions après. Une remarque, effectivement, sur ce que tu disais, sur les élus, en fait, c'est vrai qu'il y a ce contexte d'élection de faut que je plaise au plus grand monde qui est totalement contradictoire avec les décisions à prendre qui sont malheureusement totalement impopulaires et qui plaisent au moins de monde possible, presque, au moins de monde. Et donc, c'est effectivement un cas de conscience pour chaque élu de se dire est-ce que je dois prendre cette décision et arrêter ma carrière politique ou est-ce que je dois simplement agir selon ce que la majorité souhaite actuellement, et même si c'est pas ce qui est le plus favorable pour l'avenir de la ville et du pays et du monde en général et de la nature, comme tu l'évoquais. Donc c'est vrai qu'il y a ce cas de conscience de chaque élu qui est assez compliqué, et ce genre d'outil peut vraiment expliquer aux gens pourquoi l'élu prend cette décision, et du coup rendre la chose beaucoup moins impopulaire et permettre à l'élu d'avoir le courage politique d'agir en conséquence, enfin à Et aider hauteur aussi des enjeux. les élus à se mettre d'accord entre eux, parce qu'en fait, c'est traumatisant le rôle d'élu, les pauvres. Enfin, je veux dire, c'est des héros, nos élus. Vraiment, c'est des gens, ils sont. Alors, ça dépend à quel niveau, mais quand on est sur des niveaux locaux qui sont mal payés, qui sont en responsabilité complète, ils dorment pas la nuit, ils peuvent aller au pénal, qui se font défoncer par les citoyens, qui se font défoncer par l'opposition. Enfin, c'est pas drôle, hein. Euh, et qui ont un agenda complètement hyper chargé. Ils n'ont pas le temps de traiter les dossiers. Enfin, le système fait que pour les élus, c'est compliqué. Et donc, l'avantage aussi de cette conférence des citoyens, c'est que ça va leur permettre de se mettre d'accord entre élus sur ce qu'il faut faire. Parce que c'est difficile d'avoir une opposition qui nous rue dans les brancards et qui, alors que là, de par les postures d'intelligence collective et la manière, on demande clairement de séparer l'homme et le citoyen et de chercher à être au service de l'intérêt général. On demande de la bienveillance, de la co-responsabilité, de l'authenticité.
et l'animateur va accompagner ça. Et si les gens ne sont pas dans cette posture, il va les aider. Puis si au bout d'un moment, ils n'y arrivent pas, il va leur dire, ben, c'est pas possible de participer avec vous. Donc il y a une garantie pour les élus aussi que le débat se fasse dans la paix, sereinement, et c'est pas toujours facile pour eux. Il y a des conseils, beaucoup de conseils municipaux ou autres, où les gens s'insultent. Mais c'est vraiment, c'est dur. Oui, non, Donc, effectivement. voilà, je pense qu'on a aussi vraiment ça à apporter pour pacifier et dire on arrête avec les postures politiciennes. Et puis maintenant, vous êtes devant les citoyens, vous êtes filmés, donc vous allez aussi pas pouvoir faire n'importe quoi. Et ce qu'on vous demande, c'est de vous mettre au service de l'intérêt général. C'est votre rôle. Donc pour ceux qui jouent pas ce rôle-là, ça sera compliqué, quoi. Ouais, et du coup, là, tu parlais justement du fait qu'il soit filmé, c'est une de mes deux questions. Quand tu parles d'un film à réaliser à la fin, ça veut dire que pendant tout le processus, les assemblées sont filmées, les Tout est débats sont filmés, filmé. tout est filmé, ouais. Et ceux qui veulent absolument voir les 50 ou 60 heures de rush, ils peuvent, ce sera disponible. D'accord. Et en direct, tout simplement a posteriori? Non, a posteriori. A Donc il y a posteriori. vraiment un huis clos médiatique, c'est très important pour nous. D'accord. Et on est différent de beaucoup d'autres solutions. On pense qu'il faut absolument que ça génère un débat, mais c'est après. Parce que sinon, voilà, les citoyens sont pris à partie par les médias, sont pris à partie par des lobbies, et ça fausse en fait une discussion sereine. Non, ouais, c'est vraiment très bien, c'est une bonne idée, effectivement. Et la deuxième question un peu technique, c'est on nous sort souvent des sondages où on nous dit que 1000 personnes, ça suffit pour 60 millions d'habitants à donner une opinion à peu près représentative de l'opinion générale. Là, tu parles de 1000 personnes à l'échelle d'une ville. Est-ce qu'il faut effectivement réellement 1000 personnes pour que ce soit représentatif ou avec un peu moins de gens, ça pourrait également marcher? Non, avec un peu moins de gens, ça peut marcher. On a des marges d'erreur, voilà. Et puis, en fait, il faut regarder les trucs statistiques, c'est-à-dire que si on a, même à 150, hein, c'est pour ça d'ailleurs que la Convention citoyenne pour le climat avait 150 personnes, avec 150, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais tu as une marge d'erreur qui est beaucoup plus grande, qui est peut-être de 20%. Seulement quand tu fais voter les personnes et que tu as 80% pour une solution, tu sais que même avec ta marge d'erreur, tu seras au-dessus de la majorité. Donc on peut faire avec moins. On trouve que 1000, c'est bien parce que c'est plus clean, on a moins de marge d'erreur. Pour des votes où on serait sur des 55-60%, on cherche à éviter, mais ça peut arriver, hein. Parfois, il se peut que l'intelligence collective ne permette pas de mettre tout le monde d'accord, et auquel cas, on met en œuvre une première solution. Alors, la manière de mettre tout le monde d'accord dans ces cas-là, c'est de dire, bah, il y a deux camps. Ben, le camp qui est le plus voté, on va d'abord essayer votre solution, puis à la date qu'on aura prévue, si ça fonctionne pas ou pas du tout, ben, à ce moment-là, on essaiera la solution de l'autre camp. Donc, on arrive quand même à avoir un consentement, mais à un moment donné, on peut passer par des votes où on n'est pas loin des 50%. Et D'accord. puis, la deuxième raison, la plus importante, c'est que, surtout à l'échelle d'une commune, ça marche moins au niveau national, un petit peu au niveau régional, mais c'est que, en fait, les milles, ils vont avoir une énorme utilité. C'est qu'à la fin, ce sont des gens qui vont avoir été vraiment investis dans le processus, puis ça on le sait en démocratie participative, quand on investit un citoyen dans une responsabilité, il la prend en fond, et il se renseigne, et il se transforme. Ça a toujours été le cas, alors peut-être pas pour 100% des participants, mais pour une énorme majorité. Et du coup, ces personnes qui ont vécu un chemin, qui vont être sur le sujet qui sera traité, alors les sujets sont très variés, hein, mais bon, sur le sujet qui sera traité, ça va être des super ambassadeurs. Et donc on va leur demander, à la fin, d'animer des réunions avec leurs amis, leurs voisins, des collègues de travail, et on leur donne et leur famille, et on leur donne un kit pour réussir à animer ça avec une petite vidéo, des manières d'animer le débat, et surtout les appels à action. C'est-à-dire que quand tout le monde peut proposer des solutions, un des critères qu'on demande, c'est des solutions qui impliquent les citoyens. Parce que quand les citoyens s'impliquent, les résultats sont largement meilleurs. Et du coup, là, ils vont pouvoir impliquer les citoyens dans les solutions. Alors, je donne deux exemples. Si on est en train, par exemple, les CRD, on a monté un collectif sur la végétalisation, puisqu'on a demandé à nos adhérents et aux réseaux sociaux sur quel sujet ils voulaient une conférence de citoyens. Le sujet qui est le plus sorti, c'était la végétalisation. Sur la végétalisation, la collectivité peut tout à fait faire des choses extraordinaires en mettant plein d'argent. Donc sur Lyon, par exemple, c'est prévu, il va y avoir des forêts urbaines, des parcs. Voilà. Mais si on veut de la biodiversité et vraiment de la végétalisation partout, il en faut sur les balcons, il en faut dans les petits espaces publics, il faut que dans les jardins privés, les gens comprennent qu'en tondant avec leur tondeuse, en fait, ils tuent la biodiversité, qu'il faut qu'ils mettent certaines espèces qui sont profitables à la biodiversité, mais ça, c'est dans les jardins privés, la collectivité, elle peut rien faire, c'est que l'implication des citoyens, que dans les copropriétés, ils se décident en disant, allez, on va faire un toit végétalisé ou un mur végétalisé,
que dans les associations, enfin des gens aillent dans les associations et se mettent à utiliser les petits espaces urbains avec l'autorisation de la ville pour cultiver en ville ou faire des jardins partagés. Enfin tout ça, la collectivité ne peut pas le faire. C'est forcément l'implication des citoyens. Je prends un autre exemple, les masques après le Covid. Nous, la région, là, ils nous ont envoyé 2 masques par courrier en disant oui, ça a été pour nous le plus grand challenge extraordinaire. Et j'en doute pas, ils ont fait un truc super, mais force est de constater qu'ils sont arrivés 3 semaines après la bataille, tout le monde avait des masques pour nous donner des masques en nous disant que c'est un truc extraordinaire. Donc on voit bien là que la collectivité, elle ne peut pas être réactive, être agile et prendre ce type de sujet. Dans le Nord, il y a un endroit où ils ont dit on met un site internet à disposition, qui a du tissu à donner ou à vendre, qui a des patrons à donner ou à vendre, des patrons c'est pour faire la couture, hein, qui veut bien faire la couturière ou a des possibilités à donner ou à vendre, enfin c'était tout libre, ils ont organisé ça et très rapidement en fait tout le monde en a eu, la petite couturière de quartier elle s'en est mis, les gens savaient, hop ils allaient la voir et ça a fonctionné, donc en fait il faut aussi que les élus comprennent que et que les citoyens comprennent, enfin il faut se remettre ensemble, c'est en travaillant ensemble qu'on va relever les défis qu'on a à relever. Et puis du coup, en termes économiques, mais ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus efficace. Voilà, après, les dépenses publiques, c'est aussi derrière des impôts, c'est aussi des complications pour l'emploi, c'est tout ça, quoi. Pour que les personnes comprennent comment est-ce qu'on fait pour mettre tout le monde d'accord. Donc je vais être très précis. C'est de la méthode, hein. Donc on commence par le cadre relationnel. Bienveillance, co-responsabilité, authenticité, écoute, et puis comprendre qu'il y a une différence entre l'homme et le citoyen. C'est pour ça que c'est les droits de l'homme et du citoyen, c'est très différent. L'homme, c'est ce qu'il vit personnellement, le citoyen, c'est ce qu'il souhaite en tant qu'intérêt général pour tous. Cette définition n'est pas suffisante, mais je ne vais pas faire de la philo. En tout cas, c'est cette partie-là de la définition qu'on prend pour l'association quand on pose le cadre relationnel. Euh, une fois qu'on a fait ça, donc on nomme un veilleur qui a un gong qui vérifie que ce cadre est respecté, ce qui va permettre à chacun de parler. Il y a l'équivalence aussi, donc on est tous en équivalence, hein, une personne, une voix, ça va au-delà, c'est une personne, une parole. Les temps de parole sont à peu près équilibrés, on s'écoute tous. Euh, Ensuite, on va donner des cartons de couleur, c'est-à-dire chacun aura 4 cartons. On va partir d'une proposition écrite hein, qui a été préparée. Et alors, je ne sais pas, par exemple, si c'est pendant le premier week-end sur l'état des lieux, on va dire, ben voilà, par rapport à la biodiversité, les enjeux, c'est ça, il faudrait faire ceci, cela. Par exemple, sur la végétalisation, de dire, il faut arrêter de tondre la pelouse parce qu'en fait, ça tue la biodiversité, il faut la tondre un minimum. Donc, essayer dans son jardin de laisser un tiers du jardin qui n'est pas tondu, ou tout, si on a envie, voilà. Et de mettre des prairies aussi, c'est très joli, des prairies fleuries. Et donc, par rapport à cette proposition, on demande qu'est-ce que vous en pensez, levez les cartons. Et là, donc, on voit comment la salle se colore. Tout de suite, on sait ce que tout le monde pense en 3 secondes. Si c'est ouvert, tout le monde est d'accord. S'il y a beaucoup de rouge, il y en a beaucoup qui sont pas d'accord. S'il y a beaucoup de jaune, c'est qu'il y en a plein qui n'ont pas compris, en fait, qui ont besoin de précision. Et s'il y a du orange, c'est qu'il y en a qui pensent qu'elle est améliorable, la proposition, et qui veulent l'améliorer en ajoutant des choses donc c'est vidéo projetée, c'est écrit, on se met d'accord on est bien d'accord sur ce qui est écrit, hein. Il n'y a pas des interprétations puisqu'on est sur un écrit. D'accord. Quelqu'un va proposer, va dire ah oui mais non en fait moi je pense que il faut pas la moitié, il faut tout, voilà bon ok donc l'animateur demande bah, qu'est-ce que vous pensez de ce que cette personne vient de dire. Voilà, et si on dit il faut jamais tondre la pelouse, il y en a plein qui vont lever en disant maintenant c'est pas possible parce qu'on utilise notre jardin aussi pour d'autres choses. Et donc, il va y avoir plein de rouge. On va dire, bah, tu vois, là, quand même, il y a beaucoup de rouge. Bon, et je vais prendre plutôt une autre proposition d'amélioration. Voilà. Et on avance comme ça. Et au bout d'un moment, on dit, bon, voilà, maintenant, ça fait déjà un moment qu'on discute, qu'on a bien amélioré la proposition. Maintenant, on va passer au niveau des objections fondamentales. C'est-à-dire, vous ne pouvez lever un carton rouge que si ça va nuire à un cadre déjà défini. Donc, en l'occurrence, les cadres de la République. On peut peut-être aussi les rappeler. Euh, Ça va être impossible à mettre en place, et je peux le prouver, et tout le monde le comprend, ou ça va, enfin en tout cas moi je vais plus croire dans le système politique, si on prend des décisions comme ça, pour moi c'est au niveau de mes valeurs, c'est vraiment impossible, et je l'explique et les gens le comprennent. Si on n'a pas ça, c'est-à-dire si on est plutôt dans une préférence, on aurait aimé autre chose, etc., à ce moment-là on peut pas mettre d'objection, elle n'est pas recevable. D'accord. Et quand il y a une objection qui est recevable, on la prend, on l'écoute, on demande à la personne, ben, qu'est-ce que tu proposes pour améliorer la proposition pour que tu puisses l'accepter. Donc elle va proposer, et puis pareil, on fait réagir tout le monde avec les cartons, est-ce que ça va? Si la personne n'arrive pas à trouver un truc qui met tout le monde d'accord, on demande au groupe qui a une idée pour tenir compte de son objection et que le groupe soit d'accord.
Et on avance comme ça. Et en fait, en faisant ce type de processus, moi, je dis, ça fait 15 ans que je les pratique, on arrive presque toujours à mettre tout le monde d'accord. En fait, quand on s'écoute vraiment, puis on voit qu'une personne elle est émue sur quelque chose, pour elle c'est pas possible, on dit bah oui, alors je comprends, peut-être on pourrait faire comme ci, comme ça. Et voilà, c'est comme ça qu'on arrive à vraiment s'écouter et à faire monter une proposition d'intelligence collective jusqu'à ce qu'elle soit complètement différente souvent de ce qui a été proposé au départ. Donc c'est bien une proposition du groupe et plus la proposition d'une personne, et qu'elle convienne à un maximum de monde. Alors après, voilà, si on est un peu pressé parce qu'il y a beaucoup de sujets, on dit bah, on fait 10 minutes, on essaie d'avoir un minimum de cartons rouges, et puis si le temps est passé, il restera quelques cartons rouges, mais on estime que c'est suffisamment globalement acceptable pour la population, enfin en tout cas pour les personnes qui sont là. Le mieux quand même, c'est d'avoir le temps d'avoir le consentement complet. Et le groupe a bien compris comment ça fonctionne avec un bon animateur sur des décisions complexes, en fait, en moyenne, on met 15 minutes, 15-20 minutes. En fait, ça va vite. Quel est le déploiement de l'association aujourd'hui? Aujourd'hui, on est actif essentiellement sur Lyon, sur le Grand Lyon. Le siège est à Grèce-de-la-Varenne, donc c'est dans l'Ouest lyonnais. On a une vocation à agir au niveau national. On a déjà des adhérents dans d'autres villes. On a des contacts avec des élus aussi dans d'autres villes. Donc ta question, elle est plutôt par rapport aux citoyens. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Les citoyens peuvent faire deux choses pour nous aider. Un, c'est adhérer, parce que les élus nous demandent souvent bah, combien vous avez d'adhérents. Et en fait, c'est important le nombre d'adhérents. Je sais pas, peut-être tu pourras remettre le lien pour l'adhésion. Sinon, vous allez Ouais, sur le site www.lescrd.org et dans la page je vais le Citoyens rajouter. rejoignez-nous, en bas, il y a un lien vers Hello Asso et on peut adhérer. L'adhésion, elle est gratuite ou à prix libre. Alors, comme toutes les assos, évidemment, c'est sûr, c'est bien si on a un peu d'argent. On peut aussi faire des dons. Ce qui est d'abord important, c'est de rejoindre l'asso et donc c'est gratuit pour ceux qui le souhaitent. Euh, Dans cette inscription, il y a un questionnaire, on vous demande vos compétences, peut-être on vous appellera à un moment donné, puis après on vous demande quel niveau d'implication vous voulez. Est-ce que c'est juste donner votre nom pour dire oui, je soutiens, c'est ça que je veux, super, ou j'ai envie de m'impliquer un peu plus, et dans ce cas-là, on vous envoie un peu plus d'infos. Voilà. Est-ce que vous voulez recevoir la lettre d'information? C'est le minimum, mais peut-être même pas, qui est une fois par mois. Et après, ben, il y a plein de commissions. Il y a une commission relations avec les élus, il y a une commission communication, il y a une commission diversité en ce moment qui travaille sur la question de la diversité par rapport à notre dispositif. Voilà, il y a des réunions de coordination tous les 15 jours où les observateurs sont bienvenus. Et donc on peut participer un peu plus. Ça, c'est la première, c'est le premier chemin. Juste adhérer puis suivre le mouvement, voir s'il y a des trucs qu'on a envie de faire. D'accord. Et la deuxième chose, qui est vraiment chouette, c'est qu'en tant que citoyen, on peut être déclencheur d'une convention citoyenne. Je donne un exemple. Je me dis, moi, je pense que, je sais pas, je prends un sujet original, le développement personnel, en fait, c'est ça qui va changer le monde et il faut absolument qu'il y ait beaucoup plus de développement personnel. Eh ben, cette personne peut aller, elle est d'ailleurs peut-être déjà active dans une association de développement personnel, mais elle peut aller dans cette association. Donc, il va voir une association en lui disant, hé, avec les CRD, il y a une méthode pour lancer une conférence des citoyens. Comment ça se passe? Eh ben, cette association va se rapprocher de nous et elle va réunir les acteurs du territoire sur ce sujet. Donc le sujet, en fait, on va voir qui a la compétence. Parfois c'est la région qui a la compétence, parfois c'est le département, parfois c'est la ville, la métropole, ou parfois c'est des sujets nationaux. Euh, Ensuite, on va réunir les actes, donc ils vont réunir les principaux acteurs sur ce sujet, sur ce territoire en fonction de la compétence. Et ensemble, on va aller voir les élus pour leur dire, ben voilà, on représente les acteurs du territoire et nous, on a besoin que vous jouiez votre rôle qui est d'organiser le débat public. Et on souhaite qu'il y ait une conférence des citoyens parce qu'il nous semble que c'est le meilleur outil. Alors après, les différents acteurs vont peut-être dire oui, mais bon, il faudrait rajouter dans la méthodo peut-être un temps un peu plus important pour les acteurs, justement pour qu'on se mette d'abord d'accord entre nous, pour faire des propositions à la conférence. Après, on peut aussi s'adapter, hein. Tant que nous on est garant par rapport aux élus, aux citoyens, on dira éventuellement bah non, là les acteurs vous prenez trop de place par rapport aux citoyens, donc on n'est pas OK, hein, donc on discute, mais c'est ouvert. Ensuite bah, on va demander aux élus de tenir cette conférence, et s'ils veulent pas, à ce moment-là on a des moyens, on peut rentrer dans un rapport de force si besoin. Voilà, on peut aller la faire aussi sans les élus, faire chercher des financements et puis ensuite jouer avec les médias par rapport aux prochaines élections, si c'est le timing, en disant bah voilà ce que veulent les citoyens, est-ce que vous le mettez dans votre programme. Voilà, il y a diverses façons de faire en fonction de la réaction des élus. Mais bon, si il y a tous les acteurs du territoire qui vont les voir sur un outil qui est quand même pas très cher par rapport aux enjeux en général, voilà, on peut espérer que ça fonctionne.
du coup, ce que je viens de dire, c'est quand même assez chouette. Enfin, je veux dire, on va se dire, bah, moi, en tant que citoyen, il y a un sujet qui me tient vraiment à cœur. Mais avec les CRD, en fait, j'ai la possibilité de déclencher pour qu'il y ait des décisions politiques importantes qui se prennent sur ce sujet. Et donc, où est-ce qu'on en est? Ben, on a fait des appels aux élus. On a vu déjà un élu de la métropole qui doit nous donner une réponse dans un mois. Donc, on en saura plus dans un mois. Mais je dois avouer que les autres élus, c'est quand même étonnant de voir que ben, il y a dans leur programme de travailler avec les acteurs du terrain. Il y a la végétalisation comme un truc super important. Alors, enfin, c'est quand même l'élu au Grand Lyon à la végétalisation qui nous a reçus. Mais les élus démocratie, ça répond pas beaucoup. L'élu végétalisation sur la ville de Lyon, pour l'instant, n'a pas répondu. Donc, voilà, il faut qu'on qu'on montre bien qu'on est présent. Voilà. Et puis, bon, D'accord. ça va avancer. Ouais, bah effectivement, donc les gens qui nous regardent adhérer en masse pour donner encore plus de poids face à ces élus et que les CRD puissent être encore plus convaincants que ce qu'ils le sont actuellement. Et pour finir, deux petites questions pour terminer. Du coup, est-ce que vous appliquez un peu le même type de processus dans les prises de décision au sein de l'association? Est-ce que vous faites à peu près toute prise de décision par consensus? Oui, Et bien sûr. Par consentement, oui, bien sûr, on fonctionne comme ça. Et je peux même aller plus loin sur nos processus internes. 3 mois avant l'Assemblée générale, on tire au sort des adhérents et qui vont se réunir en conférence d'adhérents. Ils choisissent les sujets sur lesquels ils ont envie de travailler. Ils ont accès à tous les documents, toutes les personnes. Et ils remettent à l'Assemblée générale un rapport pour dire si oui ou non on est digne d'être tiers de confiance entre les élus et les citoyens et faire des propositions d'amélioration de l'association. Donc voilà, soit il envoie vers des commissions dont c'est le rôle ou vers des responsables dont c'est le rôle de traiter si c'est des petites choses, et si c'est des grandes orientations qui doivent être votées en AG, ben, il les propose. Alors il y a quand même un échange avec le conseil d'administration avant, qui va donner son avis, mais même si le conseil d'administration n'est pas d'accord, ben, on aura une position en disant pourquoi on n'est pas d'accord, mais ils pourront proposer leur résolution, c'est notre processus démocratique. d'accord, bah, ça fait une raison de plus pour adhérer et pour participer, pour pouvoir vivre ces processus et les comprendre au mieux pour ensuite bah, pouvoir en faire profiter, comme on en parlait un peu tout à l'heure, son entourage et expliquer l'intérêt de ce mode de fonctionnement par rapport au mode de fonctionnement actuel dans les assos et dans les différentes institutions du pays. Alors, comme Donc, l'association est jeune, on l'a fait qu'une seule fois pour l'instant, mais c'était ouais. super. C'était vraiment chouette de voir ils nous ont donné plein de conseils. En fait, ils avaient vraiment envie de nous aider et c'était intelligent ce qu'ils ont dit. Voilà, ça nous a permis de mieux voir aussi le point de vue des adhérents. Ok, parfait. Et dernière question, c'était de savoir si tu connais des mouvements militants ou associatifs qui ont peut-être démarré il y a peu de temps, que les gens connaissent pas encore trop, mais qui mériteraient vraiment qu'on s'y intéresse. Je sais que ben il y a tellement d'émulation associative que des fois on passe à côté de beaux projets. Donc c'est le moment, si jamais tu connais des projets, que ce soit dans la région lyonnaise Ouais. ou nationaux, à faire découvrir aux gens, ben, si tu peux nous en parler rapidement et nous faire découvrir deux trois projets qui te tiendraient à cœur. Mais il y en a énormément. Donc, bah, je vais quand même d'abord citer nos partenaires. On est très actifs au Pacte pour la transition. On a fait un énorme boulot pour voir tous les élus, tous les candidats avant les municipales. Et puis, ils se sont engagés sur tout un tas de mesures. Donc, on est appuyé par l'association au niveau national qui a 120 pages de mesures techniques, des trucs parce qu'il y a 60 associations qui sont regroupées pour le pacte pour la transition, donc chacune y va de son expertise. Et du coup, on va voir les élus avec des trucs hyper pointus, hyper précis, on leur demande de s'engager sur voilà, les 32 mesures, c'est du social à l'écologique en passant par le numérique, enfin, plein de choses. D'accord. Et donc, ça mérite vraiment aussi de connaître il y a un site Facebook qui est assez actif que je vous invite à aller voir sur le pacte transition au Lyon Métropole. Et puis les évaluations qu'on fait et tout le suivi qu'il y a derrière par rapport à ce travail jusqu'aux prochaines élections où on dira bah voilà, est-ce que les élus ont tenu leurs engagements ou pas. D'abord, ils avaient une note de à quel niveau ils s'engagent et ils sont tous beaucoup engagés. On était surpris d'ailleurs de voir que c'est pas que les partis de gauche et écologiques qui s'étaient engagés sur des aspects socio-écologiques. Tous les partis s'étaient vraiment bien engagés sur beaucoup de choses. C'était la première surprise. Et puis bah, maintenant, on va voir si ils arrivent tenir leurs engagements. Alors évidemment, il y avait quand même, enfin, le parti qui a été élu était quand même, voilà, fait beaucoup de belles propositions.
Et voilà, donc le pacte pour la transition, qu'est-ce que je peux citer? Démocratie ouverte, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est un fédérateur des innovateurs démocratiques. Donc pour découvrir toutes les innovations démocratiques, en fait, il faut aller voir la page du site internet de Déo qui les présente, hein. Les CRD, c'est un des très nombreux innovateurs démocratiques, je crois qu'il y en a au moins 80. Donc je peux pas tous les citer, il y a plein de trucs vraiment chouettes. Moi j'aime bien, on aime bien Solucratie, qui est jeune et qui est très complémentaire de ce qu'on propose parce que c'est plus pour faire émerger les bonnes idées au niveau des quartiers, donc c'est plutôt sur des échelles un peu plus petites de décision. Voilà, Science Citoyenne qui est très ancien mais qui est un chouette partenaire et c'est super ce qu'ils font. Ils font des conférences des citoyens, alors avec un modèle un peu particulier parce qu'il n'y a que 15 citoyens et puis en général c'est spécifique à des aspects scientifiques, mais du coup ils sont en train de s'élargir aux questions de la démocratie en général et on participe avec eux à des groupes de travail pour proposer, et avec Démocratie Ouverte, pour proposer un projet de loi sur les conventions citoyennes pour les cadrer et pour leur donner un vrai pouvoir. Merci Bon, pour ces moments d'échange, c'était sympa de pouvoir exprimer toutes ces idées. Et puis une prochaine, peut-être si on peut faire avec peut-être faire un événement ensemble ou quoi, où on peut avoir des interactions avec des questions des internautes aussi, ce serait chouette. si dans un an ou deux, la chaîne est suffisamment grosse et que je sais qu'il y a vraiment des gens qui pourront interagir avec nous de manière un peu plus, qui pourront vraiment interagir avec nous parce qu'il y a du monde tout simplement qui suit la chaîne, on recréera un événement et ça permettra de faire un bilan, un suivi des actions que vous avez pu mener et des décisions qui ont pu être prises grâce à vous au sein des différentes villes de France. Moi, je vais terminer un petit mot de la fin bon, d'abord, un immense merci à tous les bénévoles. Enfin, ça fait toujours chaud au cœur. C'est magnifique tout ce qui se passe. Les gens qui mettent de l'énergie là-dedans. Voilà, c'est vraiment ma première pensée. Et puis, en termes plus stratégiques, de dire vraiment, prenez conscience que d'abord, il nous faut la transition démocratique. Alors, les CRD et d'autres solutions, il y en a plein, hein. C'est pas que pour notre chapelle, c'est sur le principe global. Et c'est comme ça qu'on gagnera tous les autres combats. Il nous faut d'abord récupérer du pouvoir démocratique en tant que citoyen et acteur du territoire, et avoir quelque chose qui fonctionne mieux avec les élus. Et ensuite, voilà, le reste va suivre.